Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Ka-Bar BK9. Le BK9 fait 37 cm et demi de longueur totale pour 23 cm de tranchant. Sur sa largeur, on est sur 4,8 cm ici et 5,3 au niveau de sa bosse. On est sur 4,9 mm d'épaisseur, un manche en Zytel, un acier 1095 Krovan et un étui en nylon. Le poids sol du couteau est de 473 grammes et 635 grammes avec son étui qu'on verra plus tard. Ce couteau est une collaboration, comme toute la ligne BK, de Ka-Bar avec Ethan Becker, qui est un outdoorman. Et on peut voir ici BK qui correspond à Becker et Ka-Bar sur la lame de ce côté-ci. Et ensuite l'endroit où il a été fait. Donc c'est un couteau qui est fabriqué aux États-Unis, contrairement à son étui qui lui est fait en Chine. Et de ce côté-là, on va retrouver le nom du couteau qui est donc BK9. Au niveau du manche, on est exactement sur le même manche que le Ka-Bar BK2 que j'avais déjà présenté. Je vous mettrai un lien dans la description. De ce côté-ci, on va retrouver une visserie à laine, verrouillée par deux écrous de l'autre côté. Voilà ce que donne la différence de taille entre le BK2 en bas et le BK9 en haut. Donc on a vraiment beaucoup plus de longueur sur le BK9. Par contre la lame est beaucoup plus fine. Et assez étrangement, malgré la différence de longueur, on a exactement le même manche. Donc on va être sur la même longueur, également sur la même épaisseur de plaquette. Et bien évidemment, vu que le BK2 a la lame plus épaisse, l'ensemble du manche sera plus épais. Par contre les plaquettes sont vraiment identiques. Ce qui est assez étonnant au final pour ce couteau qui est vraiment destiné à être un chopper. On aurait tendance à penser que le manche serait un petit peu plus long, mais au final c'est exactement le même manche et la même ergonomie. Pour ce qui est de la forme de son émouture, on est sur une émouture plate partielle qui s'arrête ici au niveau du trait qu'on peut apercevoir. Le tranchant est un fil en V et ce couteau a la particularité d'avoir un faux contre-tranchant qu'on peut voir ici briller en haut. Donc c'est un contre-tranchant qui n'est pas affûté, c'est pour ça que je dis faux contre-tranchant. En tout cas, ça affine considérablement la lame vers la pointe. Dans les autres éléments particuliers, on va retrouver un talon dépassant avec un manche qui est très bien étudié puisqu'on va avoir le décochage des plaquettes ici qui va permettre de ne pas trop taper le manche. Et de toute manière, le manche en Zytel ne craint pas les chocs. On a ici, à côté de la garde, un gros casse-goutte. Et enfin, sur le sommet du couteau, une bosse munie de grippe pour le pouce. On va voir un petit peu ce qu'il peut donner en coupe à la volée dans ce petit arbre que j'avais abattu avec le Viper Tank. Ce qui est vraiment flagrant, c'est que la lame pénètre vraiment très facilement dans le bois dû à son émouture qui est assez fine. On a une bonne prise en main ici, mais on sent qu'on a envie d'avoir la dragonne étant donné qu'il y a beaucoup de poids en avant. Si on veut taper plus fort, on a plutôt envie de la mettre malgré la très bonne ergonomie du manche. Donc c'est ce que je vais faire pour terminer le travail. Voilà, c'est assez impressionnant. Donc j'ai filmé tous les coups que j'ai mis, donc les premiers où je me suis arrêté, puis ceux-ci, et on peut voir vraiment que
le pouvoir de pénétration est vraiment très bon. Et au niveau de sa prise en main, donc là j'ai rajouté la dragonne ici. On est bien ancré, il y a quelques petites vibrations dans le manche, mais rien de vraiment rédhibitoire pour l'instant. Voilà, j'ai filmé absolument tous les coups que j'ai mis pour tomber cet arbre. Et bon, ben, on peut le voir que le travail se fait très rapidement. Et au vu de la coupe, on est sur quelque chose qui vraiment rentre très bien, qui coupe très bien. Aucun souci. Quelques légères vibrations au niveau du manche. Mais rien de vraiment inconfortable, d'autant plus qu'on n'aura pas à tomber ce genre de section très souvent. On va regarder un petit peu le fil, voir comment il s'en sort. Je rappelle que c'était dans ce même arbre que le Vapor Tank avait roulé. Bon bah il n'y a rien à signaler. Le fil est toujours intact. Rien n'a bougé. Il n'y a pas de chips. Et le fil n'a pas roulé, donc c'est plutôt un bon point étant donné qu'il est vraiment très à l'aise sur les coupes à la volée. Le fait qu'il soit à l'aise sur les coupes à la volée, ça va être dû à plusieurs paramètres. Donc on va avoir une lame qui est quand même assez conséquente, qui est bien longue et bien large, même si elle n'est pas phénoménalement épaisse, parce qu'elle fait un petit peu moins de 5 mm. On va également avoir le manche qui est creux, et surtout un manche qui est petit. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assez surprenant de voir un manche qui est identique au BK2. Mais là on va avoir l'avantage finalement d'avoir du coup tout le poids dans la lame. Donc lorsqu'on le prend en main, on a vraiment cette sensation de la lame qui veut partir en avant. Un petit peu entre guillemets une sensation de machette. On a avec ce couteau l'envie de venir faire des coupes à la volée. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur du plus petit ébranchage, comme par exemple ici sur cette section, ou sur celle qui est au sol. Bon, on pourrait continuer comme ça toute la journée. Le bilan est vraiment toujours le même, peu importe la taille des sections. On va avoir un très gros coefficient de pénétration. Toujours cette très bonne ergonomie au niveau du manche. Et si besoin, on peut, comme on l'a vu avant, placer la dragonne. Donc vraiment aucun souci pour ce couteau au niveau des coupes à la volée. On va également pouvoir venir enlever les toutes petites branches comme ça. Et bon, aucun souci sur le couteau au niveau vraiment de la sensation de poids vers l'avant pour les coupes à la volée, c'est vraiment excellent. Après, on n'a pas vraiment de vibration, mais on sent quand même un petit peu de résonance dans le manche, dû sûrement à ces matériaux. Donc ici du Zytel, qui est en fait en apparence un petit peu comme du simple plastique. Donc on a quand même un petit peu de résonance, pas vraiment d'énormes vibrations, mais un petit peu de résonance. Et au niveau du retour ici, il est vraiment excellent. Donc on a une très bonne prise en main. Par contre, si on tape longtemps, donc on a un petit peu la main qui dévie, on va sentir un petit peu quelques vibrations au niveau du petit doigt. Bon, maintenant que j'ai enlevé les petites branches, je vais pouvoir venir sectionner cette portion en coupe de couteau de camp, donc c'est-à-dire grosso modo à 45 degrés ici, en faisant tourner la bouche. Encore une fois, on a exactement le même bilan qu'auparavant. Quelque chose qui pénètre très bien, avec vraiment une grosse inertie, une grosse puissance lors des frappes et une excellente pénétration. Malgré le fait qu'on ait beaucoup de poids devant la lame, comme on l'a vu, on est entraîné vers l'avant,
le couteau ne va pas être si désagréable que ça en prise classique de couteau. Donc bien sûr on va ressentir que lorsqu'on lâche un petit peu la lame par en avant, mais ça n'est pas non plus un poids démesuré. On va facilement pouvoir s'en servir pour les coupes de classique de couteau. Donc là j'ai commencé à entamer une branche. Donc on peut voir qu'on va avoir quand même, dû à son émouture qui est assez fine, une bonne pénétration dans la matière. Donc le tranchant est vraiment excellent. Il est évidemment rasoir en sortie de boîte. Et on peut voir qu'en seulement quelques poussées, je suis venu passer à travers de cette branche. Et on va avoir quelque chose d'intéressant, c'est que le tranchant débute vraiment très proche ici. Même s'il y a un petit casse-goutte, on va avoir finalement le début du tranchant qui va être aligné au-dessus de la main. Donc moi j'ai tendance à prendre les manches assez proches. Si on venait le prendre à sa place réelle, ce serait plutôt ici. Mais même ici, on serait quand même assez proche du travail. Bien qu'à titre personnel, je me sente plus à l'aise en venant le prendre de cette manière. Et en étant placé de cette manière, on peut voir vraiment que le travail de type couteau ne lui fait pas peur. Et même si son équilibre est porté vers l'avant, on ne ressent pas vraiment de gêne pour travailler comme ça pendant un moment. Pour ce type de travail, encore une fois, l'ergonomie du manche va être vraiment intéressante, puisqu'on va avoir donc le retour qui nous servait tout à l'heure au niveau des coupes à la volée ici et l'épaisseur ici, et cette bosse et ce creux ici qui vont venir finalement prendre place dans la main. Donc on va être vraiment bien placé, et surtout on va avoir une paume qui est bien remplie, qui est vraiment agréable pour ce genre de coupe. En fait ça fatigue tout simplement moins, et comme on a l'outil bien en main, on a besoin de serrer un peu moins fortement pour vraiment le maintenir. Donc on va avoir quelque chose qui tombe vraiment très bien. Un galbe vraiment très intéressant. Exactement le même bilan que j'avais eu avec le BK2 qui a tout à fait le même. Bien entendu cette lame est confortable dans ce genre de position, toute proportion gardée. On sera plus à l'aise avec un petit couteau bien évidemment. Non seulement par rapport au poids qu'on va avoir vers l'avant, mais également au niveau de la largeur de la lame. C'est toujours plus facile de guider un couteau qui n'est pas très large, mais cette largeur, comme on a pu le voir, sert pour donner du poids sur les coupes à la volée. En parlant de largeur, on peut voir ici que sur le point culminant et de la bosse, on va être vraiment loin du travail. Donc on va avoir finalement moins de contrôle, comme on l'a vu, qu'avec une lame avec laquelle on serait très proche du travail. Cependant c'est tout à fait possible. On va pouvoir venir poser les 2 pouces ici pour par exemple faire nos fameuses encoches qu'on viendrait faire dans cette position. Donc aucun souci au niveau du tranchant, de la pénétration. Encore une fois, aucun souci au niveau de l'ergonomie du manche. Et on a vraiment ici le pouce qui est calé, donc à la fois par la bosse mais aussi par le grip. Donc c'est tout bonnement impossible que le pouce vienne glisser en avant. Par contre, je ne sais pas vraiment si c'est forcément utile. Donc je suis plus à l'aise personnellement sur une lame qui est plate. Donc là on a la bosse plus le grip qui vient quand même appuyer assez fortement dans le pouce. Donc finalement, pour les tâches qu'on a à faire généralement, ça ne sera pas forcément très utile, mais en tout cas avec ça, absolument aucun risque que le pouce parte en avant. Pour terminer les encoches, on va pouvoir prendre par exemple le couteau dans cette position. Donc là on va se servir de la bosse justement, qui va rajouter un petit peu de largeur. On va pouvoir venir creuser, peaufiner les encoches. Toujours avec cette position, on peut avoir le pouce sur la bosse et l'autre pouce qui vient appuyer plus proche de la pointe pour fignoler un petit peu. Par contre sur ce couteau là on va avoir le faux contre-tranchant, donc une lame qui va être plus fine ici, qui va pas être forcément des plus agréables pour le pouce. Pour le contre-tranchant qu'on voit ici, tout simplement c'est pour aider à la pénétration, puisque c'est un couteau qui se veut outdoor comme on fait ici dans les tâches de bushcraft, mais également un couteau de combat, donc d'où la finesse du bout de lame avec ce faux contre-tranchant. Pour les coupes inversées, on vient tenir le couteau dans cette position. Ça va pas être la position la plus confortable puisqu'on va être bien appuyé contre la garde, qui dans cette position est un avantage pour la sécurité. Et ici on va avoir le manche qui finalement remonte. Donc en fait
ne va pas forcément aider à cette prise. Par contre, ça reste évidemment bien possible de venir faire ce genre de coupe, même si avec cette ergonomie et le poids de la lame vers l'avant, c'est vraiment pas le type de coupe qu'on va privilégier sur ce couteau. On sera vraiment beaucoup plus à l'aise avec des coupes classiques. Ce sera beaucoup moins fatigant, beaucoup plus confortable et, comme on peut le voir, beaucoup plus efficace. Un des avantages par contre de sa longue lame, ça va être sur toutes les coupes où on vient poser le couteau contre le genou. Donc là on va vraiment avoir de la place et du choix sur l'endroit où on veut poser le couteau, à l'exception du bout ici, puisqu'on va avoir le contre-tranchant qui ferait un petit peu mal au genou. De toute façon on ne serait pas vraiment à l'aise dans cette position. Donc on va venir se caler par ici et là on va pouvoir tirer. Et la pénétration et le tranchant du couteau vont faire le reste. Donc ça c'est une coupe très puissante et on va être vraiment à l'aise avec le bec à neuf pour venir passer à travers les branches en toute sécurité, puisqu'on ne risque pas de se couper, il n'y a pas de mouvement du couteau mais simplement de la branche. On pourrait également venir se servir de cette position pour écorcer. Donc pour l'écorçage, une nouvelle fois, grâce à l'émouture du couteau qui est bien fine, on va pouvoir pénétrer sous l'écorce sans aucune difficulté, ce qui va rendre le travail plutôt efficace et bien agréable. Le couteau est à l'aise sur les tâches de couteau ainsi que sur les coupes à la volée. On va maintenant voir ce qu'il peut donner sur le bâtonnage avec ces deux sections de taille raisonnable pour commencer. On va commencer par la section la plus petite. Bien évidemment, la chose que l'on va remarquer directement, c'est l'avantage d'avoir cette longue lame, puisqu'on va pouvoir taper devant et derrière le morceau de bois ici, sans avoir besoin, pour les sections de ce gabarit, même un peu plus gros, d'avoir à chercher le manche. Comme sur la majorité des couteaux qui ont une émouture assez fine, on a une très bonne pénétration en début de bâtonnage. Et ensuite ici, aucun souci pour passer immédiatement à travers ce genre de section. Voilà ce dont je vous parlais. Si toutefois on avait besoin de venir redresser sa lame, on va pouvoir taper de ce côté sans avoir besoin d'aller chercher le manche et le talon. Ceci dit, le Zytel, donc le matériau du manche, accepte les chocs. On a également la plate semelle ici, donc on va avoir très peu de risque d'abîmer le manche en tapant dessus. Ici aussi, aucun problème. On va essayer sur cette section qui est vraiment très sèche et plus longue. On va retrouver son excellent pouvoir de pénétration au début du travail. Ensuite, on va pouvoir taper sur le devant. Et si on a besoin de redresser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut taper par exemple ici sur la bosse qu'on trouve ici, ou éventuellement sur le manche, il n'y aura aucun souci. Il pourra encaisser les chocs. Là, je me retrouve avec la pointe. Au lieu de renfoncer le couteau, je vais taper dessus, voir ce que ça donne. Voilà, comme on avait prévu. On va avoir le bâton qui marque un petit peu plus, mais ça n'empêche pas le travail. Au bout du manche, on va retrouver un talon dépassant, comme on l'a vu, qui va permettre ici de renfoncer le couteau, ou éventuellement de casser des noix, même des petites pierres. Je l'avais fait avec le talon dépassant du BK2 et absolument aucun souci. Voilà, on peut redresser le couteau de cette manière. Ici on peut voir
que la branche fait partir le couteau de travers. Voir un petit peu si on peut finir le travail. La refonte de ce morceau de bois a proposé diverses difficultés au bec à neuf et il s'en est bien sorti. Donc parmi les difficultés, on peut voir que le bois est vrillé ici. Donc les fibres ne sont pas droites. On voit bien une vague ici. Ensuite on avait quelques nœuds que le bec à neuf a tout simplement coupé. On a même laissé du revêtement ici. Et pendant le bâtonnage, la lame n'était pas vraiment dans l'axe, un petit peu sur le côté. En tout cas, elle n'a pas courbé, elle est restée relativement droite. Je m'attendais à ce qu'elle plie un petit peu, mais elle est restée bien droite. J'ai pu finir le travail et le couteau ressort droit comme un i. Voilà, on se rend mieux compte ici de la torsion des fibres. Donc c'est tout simplement beaucoup plus facile de bâtonner lorsqu'on a un bois qui n'est pas du résineux et qui a les fibres bien droites. Donc ici ce n'était pas le cas dans ce sens là, ni dans celui-ci. On peut voir que le couteau, au lieu de passer tout droit, est venu dans la courbure et ma foi ça en est très bien sorti. Le couteau n'est pas d'une épaisseur phénoménale, mais on va pouvoir bâtonner de belles sections avec pas mal de confort au niveau de la lame, étant donné qu'on a vraiment de l'espace. Ensuite au niveau du manche, sur vraiment les grosses frappes, on ressent quand même des vibrations dans le manche, encore une fois, dû je le suppose à la matière Zytel. Il est possible d'avoir des plaquettes en micarta pour ce genre de couteau. Je pense que ces petits problèmes de vibration ou de ressenti un petit peu désagréable dans la main pourraient être réglés juste en changeant les plaquettes. En tout cas, on peut voir qu'il va bien passer à travers de la matière. Ça rentre très bien au niveau de son émouture, sachant que c'est assez fin ici. Mais cependant, ça reste pas une émouture plate totale. Donc on ne va pas avoir besoin d'attendre la fin ici pour que ça commence à écarter. On va commencer vraiment à écarter à ce niveau-là. Bien qu'on ait moins l'effet un petit peu coin que pourraient avoir des couteaux beaucoup plus épais. En ce qui concerne les hérissons, les feather sticks, c'est un couteau qu'il va être assez difficile de manier avec précision. Du moins, il va falloir s'habituer au poids qu'on a vers l'avant. C'est vrai que c'est un couteau, comme on l'a vu, qui a vraiment une envie de coupe à la volée. S'il est à l'aise sur les coupes de couteau, on va plus ressentir son poids dans ces tâches un petit peu plus précises ici. Donc bien entendu, ça se fait très facilement. Et c'est vrai qu'on va plus ressentir de poids vers l'avant, qu'on va devoir contrôler pour garder un petit peu le couteau dans la bonne position. Ceci dit, le travail se fait vraiment très bien. Son émouture est assez fine, donc il faut faire attention de ne pas trop appuyer au risque de pénétrer trop profondément le bois. Mais autrement, on va pouvoir décoller de jolis hérissons bien entortillés. Ici, on va pouvoir placer le doigt ici sur la rampe qui est à l'écran. Donc encore une fois, on a vraiment un excellent maintien du pouce dans cette zone. On ne risque vraiment pas de partir en avant. Donc on peut se mettre dans cette position là ou dans la classique pour venir décoller nos hérissons. Voilà ce que peuvent donner les hérissons. Donc j'en ai fait de plusieurs sortes en m'appliquant vraiment pour caresser le bois. Donc ici on va avoir des copeaux très entortillés. Et si on met un petit peu plus d'angle, qu'on y prête un peu moins d'attention, on a tendance, comme je vous le disais, à rentrer un petit peu plus profondément et avoir ce type de copeaux. Donc ici on va être plus épais et moins entortillé. Donc c'est un couteau qui est tout à fait capable de venir faire du fin comme celui-ci qui vole au vent. Il va falloir y prêter une attention un petit peu particulière pour éviter de trop rentrer et s'habituer un petit peu au poids de la lame, mais ça reste quand même quelque chose de vraiment efficace pour venir faire nos hérissons. Le bec à neuf est souvent considéré comme l'équivalent chez Kabar du Hung Glass chez Essie. En réalité, le Hung Glass est bien plus long,
On a quand même de bons centimètres de différence. Et on a aussi un manche qui est plus grande prise en main. En tout cas, le BK9 est une bonne alternative au SI, puisque le BK9 est tout simplement moins onéreux. Sur le SI, on va plus avoir une sensation en main de couteau au niveau de l'équilibre. Sur le BK9, plus une sensation de type machette. Ce qui fait sûrement en partie que le BK9 est moins onéreux. Ça peut être également au niveau des matériaux du manche, mais également sur l'étui. On a ici du nylon contre du Kydex. Et surtout que celui du SI est fait aux États-Unis comme le couteau, tandis que le BK9 est fait aux États-Unis, mais l'étui qu'on va voir tout de suite est fabriqué en Chine. Voilà ce que ça donne au niveau des dimensions. On va avoir une belle différence au niveau de la longueur du manche et une belle différence au niveau de la longueur des lames. Pour l'étui du BK9, on se retrouve avec le même type d'étui que le BK2, un étui que j'avais fortement critiqué et qui rendait tout simplement le port du couteau en bivouac vraiment inconfortable. Cependant, même si c'est le même étui, le même type d'étui, ici l'étui ne va pas gêner, tout simplement parce qu'on va avoir une plus longue lame. Du coup le couteau va être moins déséquilibré par son manche. Sur le BK2, on a la lame qui rentre beaucoup moins. Du coup le manche a vraiment tendance à vouloir dicter sa loi. D'ailleurs sur le BK2 on a deux passants ici qui sont vraiment embêtants, parce qu'il faut mettre les deux pour que le couteau reste dedans. Si on n'en met qu'un, l'autre finit par s'ouvrir. Ici ça va pas être le cas, on va être sur un couteau qui rentre vraiment généreusement dans l'étui et une seule pression va suffire. Avant de voir ce que donne l'étui à la ceinture, on va un petit peu le décortiquer. Donc je vous disais que l'étui est fabriqué en Chine, ce qui est noté ici sous le logo Kabar et Becker. Au dos on va retrouver un passant molly, donc qui vient se terminer par une simple pression ici. On a une attache de type sangle sur le bas de l'étui, ainsi que deux trous. Par contre, on n'a rien pour extraire l'eau. Donc en fait, l'eau resterait potentiellement stagnante un maximum à l'intérieur de l'étui, qui est un insert en plastique. Après, ça pourrait un petit peu s'écouler par infiltration dans le nylon. Pour l'étui en plastique, le voici. En fait, on va avoir tout le corps de l'étui qui est rempli de plastique. Donc dès le départ ici et jusqu'au bout, qui évitera au tranchant d'abîmer le nylon. Au niveau du haut de l'étui, on va retrouver ici le passant ceinture qui va être formé de cette sorte. Et par-dessus le passant ceinture, on a un scratch qui va être également équipé d'une pression. Donc on va venir ici l'enlever. Et ce scratch permet de passer par exemple sur des sacs ou quoi que ce soit sans avoir besoin de passer une sangle à l'intérieur. On va pouvoir directement venir passer autour, refermer pour s'accrocher. Ça peut être également le cas pour la ceinture, mais comme on l'a vu sur le test du BK2, ça va être embêtant, parce que il va falloir passer par devant pour aller à l'intérieur. Donc c'est plus un scratch et une pression qui sont faites pour venir placer le couteau sur des sangles de sac à dos ou des choses comme ça. Au niveau de la sangle, c'est une sangle qu'on ne va pas pouvoir changer de place, on ne va pas pouvoir la tourner. Cependant, il y a quand même un scratch dessous. Donc un scratch qui n'est pas forcément utile, puisqu'on a tendance à venir de toute manière tirer dessus. Il va pouvoir être utile peut-être pour venir, lorsqu'on sort le couteau, pousser légèrement avec le couteau la sangle sur le côté, ce qui évitera de trop l'entamer lorsqu'on va venir rentrer et sortir le couteau. Et il est à noter qu'un des deux scratchs c'est déjà décollé. Voilà concrètement ce dont je vous parle. Lorsqu'on va être ici, on va tirer sur le scratch pour venir placer la pression. Donc là, aucun souci, le couteau tient vraiment très bien dans l'étui avec la pression. Par contre, sans pression, le couteau ne tient pas à l'intérieur. Lorsqu'on va venir ouvrir la pression, qu'on va tirer le couteau, comme on a la garde qui va pousser sur la sangle, ça va venir un petit peu plaquer le scratch. Ici, il est un petit peu décollé. Autrement, ça a tendance à venir plaquer le scratch, ce qui évitera, lorsqu'on va le rentrer, de venir découper la sangle. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai.
Ici on peut bien voir que ça ne vient pas toucher au niveau de la sangle, ce qui est dû à mon sens au scratch. Sur le devant de l'étui, enfin, on va retrouver une poche qui est assez généreuse. Donc on va venir ouvrir le scratch et ensuite on va avoir un élastique ici qui vient maintenir la poche repoussée comme accordéonné si vous voulez. Et on va pouvoir venir jouer sur cet élastique pour gagner de la place à l'intérieur. Et on va pouvoir y mettre quelque chose qui dépasse même la poche, puisque le scratch ici, la sangle est assez longue. Il va permettre peut-être de placer par exemple un second couteau. On aurait la place pour mettre le manche ici. Voilà, je vous parle de pouvoir placer un second couteau, parce que la première partie de la poche, qui est en deux parties donc, possède un insert en plastique comme sur l'étui général. Et au-dessus, on a vu donc la poche qui peut s'ouvrir. Donc on va pouvoir y placer quelques divers accessoires, comme par exemple un fire steel, quelque chose pour affûter, un petit couteau ici, et pouvoir refermer quand même à l'aide de la sangle. Voilà un étui qui permet de bien protéger sa lame, de protéger potentiellement la sangle avec le scratch, et qui va nous permettre de venir emporter un second couteau et des accessoires. On va voir un petit peu ce que ça peut donner à la ceinture. Voilà ce que donne le couteau à la ceinture. Ce qui est intéressant, c'est que le talon ne dépasse pas la ceinture, donc le port est très agréable. Le passant est bien large, du coup le couteau n'a pas trop tendance à balloter. Si c'était le cas, on pourrait se servir des deux œillets qu'on a ici pour venir y passer une cordelette qui n'est pas fournie. Pour prendre et poser le couteau, ça va être très simple. Il va suffire d'enlever la pression qu'on a vue tout à l'heure, de venir le tirer, donc ça sort vraiment très facilement. Et pour le reposer, tout simplement, on le laisse glisser dans l'étui et on n'aura qu'à replacer la pression. Donc tout se fait très facilement d'une main. A noter que si le couteau ne tient pas tête en bas dans l'étui, on va pouvoir par exemple sur le camp venir couper un bout de bois, etc. Le replacer, se déplacer de quelques mètres, puis venir le reprendre. Donc sur des mouvements de type marche, on n'aura aucun souci, le couteau ne risque pas de tomber. Ce qui encore une fois n'était pas le cas sur le BK2, puisque si les sangles, les pressions n'étaient pas attachées, le couteau tout simplement partait en avant, ou en arrière d'ailleurs, et on risquait de le perdre. Avec la pression refermée, on n'a vraiment aucun risque que le couteau sorte de lui-même. Donc tant que la pression est attachée, aucun risque, et dès qu'on la détache, le couteau vient vraiment sortir et rentrer très facilement dans l'étui. Mini détail qui pourrait être important si toutefois on était vraiment pressé de raccrocher son couteau, ça va être moins rapide qu'avec un Kydex, puisqu'on aura à remettre cette sangle. Comme on l'a vu avant, on a ce système de scratch qui vient tenir la sangle ouverte, donc il va falloir à chaque fois venir tirer sur le scratch pour pouvoir replacer la pression. Mais comme on n'est pas pressé dans les bois, tout va bien. Après tous les tests que j'ai pu effectuer avec ce couteau en vidéo ou hors vidéo, on peut voir qu'il n'a pas vraiment souffert. Le fil est toujours intact sur toute sa longueur, malgré les coupes à la volée et les bâtonnages. Le revêtement, en grande partie, n'a pas bougé, juste un tout petit peu dans la zone dont je me sers le plus. Le manche n'a pas bougé, il n'y a aucun souci de fissure, les plaquettes ne se sont pas desserrées, donc vraiment un bon bilan après ces tests. Voilà, avec le Ka-Bar BK9, on se retrouve avec un couteau qui est polyvalent, qui va pouvoir offrir de belles coupes à la volée, qui va pouvoir bâtonner de belles sections avec sa longue lame, qui écarte très bien la matière, un petit peu moins qu'un couteau plus épais, mais qui rentre quand même vraiment très bien. Un couteau qui a quand même beaucoup de poids en avant, on va vraiment avoir cette sensation là. Donc ça pourrait gêner un petit peu sur les tâches très précises comme les feather sticks. Cependant, on va pouvoir quand même faire des coupes de type couteau très facilement. Grâce à son tranchant et son émouture qui sont fines, on va bien pénétrer dans le bois. On va avoir un couteau qui est robuste, un manche qui va autoriser des frappes dessus, ainsi qu'un talon dépassant. On va avoir quelque chose finalement qui est bien ergonomique au niveau de sa prise. Le manche en lui-même glisse lorsqu'on vient le toucher, mais grâce à sa forme ici, et celle-ci, on va avoir la main qui est vraiment bien ancrée. Donc c'est assez étonnant encore une fois de retrouver un manche aussi court sur un couteau aussi long. Mais pour ce que j'ai pu tester, ça fonctionne plutôt bien. Le seul inconvénient qu'on a, c'est sur les grosses tâches, grosses coupes à la volée et gros bâtonnage,
on ressent quand même un petit peu de vibration. C'est pas le manche le plus agréable qu'on ait à tenir au niveau de la matière, mais ça fait l'affaire. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait permis de découvrir le Ka-Bar VK9. Merci et à bientôt.